Bonjour, bonjour à vous qui nous regardez sur KMT LCL, sur internet kmttélévision.com, et puis à ceux qui ont choisi la radio, bonjour aussi à vous, FM Plus 88.9. Cette émission s'appelle Conversation et comme vous vous en doutez, c'est une conversation que je vais vous proposer avec quelqu'un que j'ai invité qui est un professionnel. Il est journaliste, il est même rédacteur en chef d'une radio et nous allons tout de suite faire sa connaissance. Il s'agit de Jean-Marc Party. Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour Dani. Merci beaucoup d'être là. Jean-Marc, j'ai eu envie qu'on parle un peu de ce métier de journaliste, du journalisme en général. On sait que les journalistes sont très souvent mis en cause. Ça s'est produit tout récemment, encore en Martinique, je vous raconterai ça, puisque vous êtes en Guyane, pardon, oui. Vous êtes en Guyane, rédacteur en chef de j'allais dire Télé-Guyane, mais c'est Guyane Première Radio. Guyane Première Radio. Voilà. Et vous avez longtemps travaillé ici en Martinique. Oui, évidemment. Et c'est ce qui m'a permis de faire votre connaissance. J'en étais ravie. Et j'ai un souvenir un souvenir que j'ai trouvé amusant, c'est que vos collègues à Radio Martinique vous surnommaient Google. Alors pourquoi oui. Pourquoi Google? Eh bien, tout simplement, si vous ne le savez pas, si vous n'allez pas sur Internet, sachez que Google, c'est un moteur de recherche. Quoi que vous cherchiez, vous tapez ce que vous voulez savoir et vous trouvez tout de suite, eh bien, Jean-Marc Party, ses collègues le surnommaient. C'était pour se moquer de moi, je suppose. Non, gentiment. Non, c'était très respectueux, d'après la façon dont ça m'a été relaté. C'était très respectueux et admiratif de votre mémoire et de vos connaissances. Oh. Voilà. Oui. Il suffisait de vous demander, paraît-il, en quelle année, je sais pas, De Gaulle a-t-il fait telle chose, et hop, ça sortait. On va tester ça tout à l'heure. Ça, c'est l'information que j'ai acquise ici en grande partie. Hein. Oui. Enfin bon, il y a beaucoup de curiosité, je suppose, qui vous amène à connaître toutes ces choses-là. Jean-Marc Party, aujourd'hui, nous enregistrons cette émission qui est diffusée le samedi, mais nous l'enregistrons aujourd'hui. Et nous avons appris aujourd'hui, jeudi 3 février, nous avons appris le décès d'un grand homme de la littérature. Est-ce que vous avez envie, alors évidemment, vous allez nous dire, s'il vous plaît, quelques mots le concernant et puis le nommer, puisque vous avez eu l'occasion de le rencontrer. Oui, il s'agit d'Édouard Glissant qui a disparu donc ce jeudi matin pour nous, donc dans la nuit à Paris, dans un hôpital où il était soigné depuis quelques semaines. On avait déjà eu une première alerte il y a quelques mois en Martinique au sujet de son état de santé, mais à plus de 80 ans, c'est vrai que c'est un peu difficile avec tout ce qu'il avait vécu. Il avait 92 ans. Voilà, 82 ans. Mais en fait, c'est vrai que c'est une perte parce que c'est un grand homme, c'est un penseur, donc un philosophe, c'est sa première formation, un écrivain remarquable, poésie, théâtre, roman, un essayiste également, et qui a marqué, qui a beaucoup influencé la pensée universelle. Oui. Et vous avez, Jean-Marc Party, eu l'occasion de l'interviewer. Oui, au moins à plusieurs reprises, mais au moins à 2 reprises, longuement. Oui. Une première fois en France Santé où j'étais, je ne sais plus exactement quelle année, ça remonte, et puis une deuxième fois, il doit avoir 6 ans, peut-être, pour Radio Martinique, à l'occasion d'une émission qui passait le dimanche midi, d'1 heure de temps. Est-ce que ça vous a marqué? Oui, parce que j'étais exceptionnellement... Juste un petit, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais est-ce qu'il y a un petit détail, quelque chose que vous pourriez nous relater? Oui, au sujet de cette interview qui se déroulait dans les studios de la radio, comme toute interview, comme par exemple ici, eh bien, il avait demandé, fait exceptionnel, d'être interrogé chez lui au Diamant, parce qu'il ne pouvait pas se déplacer. Donc, évidemment, j'ai accédé à son souhait avec l'accord de ma direction de l'époque, et je suis allé au Diamant. Et un fait m'a marqué, il ne cessait pas de me regarder dans les yeux. Il ne m'a pas quitté des yeux, comme s'il voulait me communiquer quelque chose. Pendant qu'on parlait, pendant qu'on préparait l'interview rapidement, techniquement, et ensuite, après l'interview, il me regardait fixement dans les yeux avec cette lueur que j'avais dans ses yeux. On sentait l'intelligence, la puissance créatrice et en même temps l'émotion de pouvoir se livrer, parce que je lui ai posé des questions personnelles à cette occasion. C'est quand même un peu normal de regarder dans les yeux quelqu'un à qui on parle, non?
Ah oui, mais là, c'était vraiment insistant. C'est-à-dire je sentais très nettement qu'il me parlait à moi. Oui. Aux journalistes, évidemment, pour atteindre le public qu'il y avait derrière moi. Et ça vous a déstabilisé Alors, sur le moment, non. Mais évidemment, comme j'avais un trac fou depuis la veille, j'ai pas pu dormir. Je me souviens de la nuit, machin. Et après, effectivement, j'ai eu peur que l'interview ait été ratée. Donc, je l'ai réécoutée avant sa diffusion. Bon, exceptionnellement, elle était enregistrée, puisque ce sont des émissions que l'on faisait en direct la plupart du temps, exceptionnellement. Donc, comme je le disais, elle avait été réalisée en léger différé, la veille, quasiment. Donc, samedi pour diffusion le dimanche. Donc, je me souviens de ce jour, effectivement, et c'était sur la terrasse de la maison. On entendait l'océan qui se fracassait sur la plage en contrebas de la maison. Et donc, il y a une ambiance, je me souviens encore de l'ambiance, des couleurs de ce jour-là, c'est vrai. Vous êtes marqué à vie, là, avec ça. Eh bien, j'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance, de par mon métier, de faire des rencontres assez exceptionnelles, de personnes, de femmes et d'hommes, d'ici ou d'ailleurs, effectivement, qui ont marqué leur époque, qui ont marqué leur siècle, dans plusieurs domaines, sportifs, intellectuels, artistiques, politiques. Beau, et Glissant fait partie de ces gens-là, c'est vrai. Est-ce que journaliste, c'est un beau métier? Je ne peux pas dire que c'est le plus beau des métiers, ça ferait un peu chauvin. Vous pensez en tout cas. Mais disons que on est au contact du monde. Ouais. On est au contact des 80. On est tout le temps pour eux aux 80, comme disait Césaire. Oui. Savoir qu'on est tout le temps captivé. En éveil. En tout cas, c'est ce que devrait être un ou une journaliste. Oui. Bon, et bien justement, parlons-en. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'être journaliste? Eh bien, c'est quelqu'un qui, au départ, a une certaine curiosité de l'autre, qui veut comprendre le monde, la société, l'environnement, qui veut savoir comment les choses fonctionnent, comment les choses marchent. Mais ce n'est pas un intellectuel qui veut inventer un système de pensée. C'est un médiateur, c'est un intermédiaire entre un public très large, les gens qui regardent la télévision, ceux qui écoutent la radio, ceux qui lisent les journaux, ou voire même les livres, et puis un public plus restreint, une personnalité, par exemple dans le cas de Glissant. Quand on interroge une personnalité, c'est faire partager au plus grand nombre ce que cette personne a à dire, quelle que soit sa qualité, quel que soit son grade, si je puis dire. Et donc d'essayer de se mettre à la place de ceux pour lesquels on travaille. Nous travaillons pour le public, non pas pour nous, non pas pour les personnes avec lesquelles on est en contact, nous travaillons pour nos publics. Et donc essayer de traduire en termes les plus simples, les plus abordables possibles pour le plus grand nombre ce qui se passe dans le monde. Ça peut être un match de football à commenter, ça peut être les événements dramatiques qui secouent l'Égypte aujourd'hui, ça peut être une catastrophe naturelle ou écologique, ça peut être un problème économique complexe. Donc toutes ces questions qui font partie de notre quotidien doivent être décryptées par le journaliste en mettant le plus possible en contact, non pas ses connaissances, mais justement les bonnes personnes ou les bonnes informations avec le plus large public. C'est un rôle de vulgarisateur, si je puis dire, comme un enseignant. En dehors du fait, comme vous nous le disiez, qu'on peut être journaliste en radio, en télé, en presse, sur Internet, est-ce qu'il y a différentes façons d'être journaliste? Mais au départ, c'est toujours la même, c'est-à-dire aller chercher l'information, quand on ne l'a pas déjà, la décrypter, la sélectionner, la hiérarchiser, savoir ce qui est plus important que d'autres, faire un classement, vérifier si l'information est vraie, si elle est authentique, si elle est importante pour être... Il faut toujours la vérifier. Ah oui, obligatoirement, parce qu'on peut se faire avoir de bonne foi. Il faut toujours vérifier, parfois 2 fois ou 3 fois, parce qu'on a entendu telle chose, on a vu telle chose, mais ce n'est pas évident. Bon, évidemment, ça, je parle d'informations complexes. Donc, pour il y a une seule façon, en fait, c'est d'essayer d'être le plus complet possible et le plus simple possible, c'est vrai. Alors maintenant, on peut travailler dans différentes formes de médias, mais la fonction du journaliste, le métier de journaliste consiste à être l'intermédiaire entre un public très large et puis les personnes avec lesquelles il est en contact, dont il est chargé de répondre à la parole, si je puis dire. Est-ce que vous avez l'impression, Jean-Marc Parti, que les journalistes, d'une manière générale, font bien leur travail? Globalement, pour la Martinique en tout cas, oui, de mieux en mieux. Oui. De mieux en mieux, oui, quand même, la presse en Martinique est en même temps jeune et ancienne. Parce qu'ici, il y a des journaux depuis plus de 2 siècles, des journaux écrits. Alors, c'était sous l'esclavage, c'est vrai, c'est les premiers journaux en Martinique ont paru régulièrement à Saint-Pierre et à Fort-de-France, au Fort-Royal, dès les années 1760-1780. Donc, ça fait un bail.
C'était des journaux, c'est vrai, d'annonces commerciales, de prise de position politique, qui étaient souvent dirigés, gérés, créés par les puissants de l'époque, les béquets. Et puis ensuite, on a eu, pendant la période de la lutte contre l'esclavage, on a eu des journaux qui sortaient de manière plus régulière, qui ont été faits par d'autres que les puissants. Et puis après l'abolition de l'esclavage, on a eu d'autres journaux également. Et puis tout le long du XXe siècle. Et puis ensuite, la radio est arrivée dans les années 1950, puis la télévision dans les années 1960 et Internet dans les années 1990, 2000. Donc il y a toujours eu des médias, il y a toujours eu une manière de faire paraître des informations. Et en même temps, la presse est jeune parce qu'elle est composée de personnes qui sont jeunes, c'est vrai. Et avec tous les bouleversements technologiques que nous avons connus dans notre milieu, mais avec toute la modernisation, en surface en tout cas, de la société martiniquaise, il y a d'autres manières de faire du journalisme qu'on ne faisait il y a 40 ou 50 ans, où il n'y avait que des journaux, puis la télévision, puis aujourd'hui Internet, et puis il y a toutes sortes de médias, en effet. Et on fait de mieux en mieux notre travail, c'est-à-dire, mais en même temps, il y a encore des lacunes, il y a encore des faiblesses, mais qui ne sont pas propres à la profession de journaliste, qu'on va retrouver dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'enseignement, qu'on va retrouver dans le domaine économique, généralement parlant. Quand vous obtenez une information que vous êtes chargé en tant que journaliste de diffuser au plus grand nombre, comment est-ce que vous la gérez? Est-ce que par exemple vous avez à faire, vous dites que vous vérifiez l'information avant de la livrer au public, mais est-ce que vous allez chercher à en savoir plus, c'est-à-dire faire des investigations, faire des enquêtes? Est-ce que les journalistes, on va parler, essentiellement des journalistes en Martinique, si vous voulez bien, puisque vous les connaissez bien, même si vous êtes rédacteur en chef en Guyane. Oui, mais bon. Après 20 ans ici, ou enfin, pas tout à fait 20 ans en Martinique. 17 ans. 17 ans, bon alors. 5 ans et demi en Guyane. On reçoit une information, on va la chercher, on va chercher à savoir si elle est vérifiée et comment ça se passe, mais est-ce qu'on va essayer systématiquement de savoir d'où ça vient, les recoupements, etc. Oui. Est-ce que les journalistes ici en Martinique ont le temps de faire cela? Alors, ici ou ailleurs, on n'a jamais le temps, surtout quand on travaille dans la presse quotidienne. Radio, télévision, Internet, ça va très très vite, on n'a pas le temps, il y a un seul journal ou 2 journaux par jour, parfois il y en a 3, il y a 4 ou 5 éditions en radio, il y a par exemple notre quotidien, il y a une seule édition, donc on n'a pas beaucoup de temps de fabriquer l'information, de la vérifier, de la recouper, mais il est vrai que chaque heure ou chaque jour qui passe peut améliorer l'information. Je prends l'exemple de Glissant. On a appris tôt ce matin à Martinique que dans Glissant est mort. On a les circonstances, la date, le lieu, l'heure. Bon, une fois qu'on est sûr de l'information qui a été délivrée par des agences de presse, par les correspondants des médias martiniquais à Paris, coup de téléphone, etc. Est-ce que c'est sûr, c'est vrai? Bon, une fois qu'on s'est assuré par 2 ou 3 canaux différents que l'information est réelle, on la livre. Et pendant qu'on la livre, on a un enrichissement tout le long de la journée. Vous verrez, tout le long de la semaine, un enrichissement de cette information. C'est-à-dire qu'on aura des réactions de personnalités, de gens qui l'ont connu, de gens qui l'ont apprécié, de gens qui ne l'ont pas apprécié, etc., etc. Donc on va enrichir cette information au fur et à mesure. Mais en même temps, on va présenter l'information, qu'on va la livrer après l'avoir vérifiée, après avoir validé son authenticité, on va l'enrichir, on va faire des commentaires. Donc on aura des journalistes qui seront amenés à faire des commentaires sur la puissance de l'œuvre de Glissant, qu'est-ce qu'il faut retenir de sa vie, je veux dire politique, de sa vie publique, de sa vie littéraire. Donc oui, effectivement. Donc je prends cet exemple-là. Je peux prendre un exemple encore plus banal, plus trivial auquel on ne pense pas. Je reviens à mon match de football, j'aime bien ces exemples. Il y a eu un match hier soir, je dis n'importe quoi, entre Golden Star et RC Rivière Pilote. Évidemment, c'est RC Rivière Pilote qui a gagné 2-0. Parce qu'on respecte la hiérarchie, n'est-ce pas? Là, je me fais des amis au Golden Star. Bon, je prends cet exemple-là. On a un reporter aussi au place, ou plusieurs reporters qui travaillent pour différents médias, qui voient le résultat, qui savent. Très bien, il n'y a pas de problème. L'information est vérifiée en direct. Après, on aura les commentaires. Mais imaginez qu'il n'y ait pas de reporter. On a une source d'information qui est l'organisateur, à savoir la Ligue de football. Voire même l'un des 2 clubs, voire les 2 clubs qui vont nous donner les résultats un peu après le match. On a l'arbitre, on a des possibilités. Voilà, c'est un exemple. C'est pour vous montrer qu'on a plusieurs possibilités d'avoir des sources, des canaux différents pour savoir si une information est exacte, si elle est crédible, si elle est valide, si elle est authentique, et puis si on peut la diffuser et comment la diffuser, effectivement. Est-ce que informer, Jean-Marc Party, informer, est-ce que c'est seulement dire ce qui se passe? Non. Informer, c'est dire, c'est montrer, c'est raconter, mais c'est aussi commenter, c'est-à-dire hiérarchiser, c'est-à-dire faire des choix.
Un exemple, ces jours-ci, on parle énormément, même en Martinique, dans les médias, de la crise en Égypte, parce qu'on a les télévisions, on a les sites internet, on a les radios étrangères ou extérieures, ou même françaises, qui parlent abondamment de ce qui s'y passe. On montre ce qui se fait, mais pendant que l'on montre, on a des explications, on a des commentaires, on a des analyses de spécialistes, de journalistes qui sont sur place, de journalistes qui connaissent la chose, mais on a également des spécialistes de politique étrangère, des spécialistes de l'Égypte, de la société égyptienne, des Égyptiens eux-mêmes vivant en France ou vivant sur place. Donc on a une série d'éléments qui permettent, à part livrer l'information brute, la commenter, l'analyser, pour que les gens puissent faire leur opinion. Et heureusement, il y a plusieurs médias, plusieurs télévisions, plusieurs radios, plusieurs journaux, donc chacun peut se faire son opinion en fonction de ses propres positions politiques, de sa propre information, de sa propre formation. Et comment est-ce que vous, journalistes, hiérarchisez les informations? Alors, parce que je pense à cette question parce que, bon, aujourd'hui on nous parle de l'Égypte, hier on nous parlait de la Tunisie, et on nous parle beaucoup moins de l'Égypte aujourd'hui. Avant-hier on nous parlait de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui on va parler beaucoup de glissant, par exemple. Pourquoi? Comment? Il y a ce qu'on appelle dans le jargon, dans le métier, la loi de la proximité. C'est-à-dire qu'il faut donner une information en tête, quand on est en radio, en télévision ou dans un journal, en une. L'information que nous considérons comme principale, c'est celle qui concerne le plus grand nombre de personnes et qui est en même temps le plus proche de leurs préoccupations ou de leur centre d'intérêt, réel ou supposé. Exemple, aujourd'hui, Édouard Glissant, penseur martiniquais de portée universelle, est décédé, a disparu. Nous pensons, les journalistes, à tort ou à raison, dans tous les médias, sans se concerter entre nous, entre les différents concurrents, que cette information est l'information principale de ce jeudi 3 février 2011. C'est vous qui le décidez. C'est nous qui le décidons. Ouais. Parce que nous pensons que Édouard Glissant, étant un digne représentant de la Martinique dans le monde entier, étant quelqu'un qui a un bilan positif de ce qu'il a fait, de son action politique ou culturelle ou intellectuelle en Martinique même, étant donné que c'est un événement extraordinaire, parce que c'est le décès d'une personnalité publique connue, célèbre, nous pensons que c'est peut-être plus important en ce jeudi de parler de cet événement que du match de football qu'il y a eu hier soir, ou de la situation en Égypte, ou de l'augmentation du prix du pétrole. Donc c'est vous, donc ce sont et là plus largement les médias qui décident de ce qui intéresse le peuple. Oui, parce que les médias sont confondus avec le peuple. Nous sommes dans la population, nous ne vivons pas sur la planète Mars. Nous vivons, nous avons des voisins, nous avons de la famille, nous avons des enfants, nous avons des parents, donc nous savons, nous captons, nous sommes des capteurs. Et je suis sûr, là, au risque d'être prétentieux, que je ne vais pas me tromper en considérant que les Martiniquais sont plus intéressés et concernés en ce jeudi 3 février 2011 par la disparition d'Édouard Glissant que par toute autre information. Ça va durer 2 jours, ça peut durer 5-6 heures. Et puis voilà. Et puis après, on aura un événement soit banal, soit un événement extraordinaire, c'est-à-dire non prévu. Par exemple, je dis n'importe quoi, un cyclone, eh bien, voilà, le cyclone va effacer la disparition des temps glissants, etc., etc. C'est comme ça que ça procède. C'est comme ça que on emploie la loi de la proximité. C'est ça, c'est voilà. Donc c'est comme ça, il faut que ça fonctionne comme ça. Vous êtes d'accord avec ça? De facto, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une intuition, mais c'est également une analyse de la situation. Quand on arrive dans nos rédactions le matin, à 7h, 7h30, 8h, 8h30, on voit qu'est-ce qui s'est passé durant la nuit, qu'est-ce qui va se passer dans la journée ou le surlendemain. On a des informations que l'on attend, qu'on a des événements inattendus, brusques, comme la disparition de quelqu'un. Donc, on est obligé de réagir tout le temps à chaud avec cette grille d'analyse. Qu'est-ce qui intéresse le plus grand nombre et qu'est-ce qui est le plus proche? Voilà. Et puis, au fur et à mesure, on a une pyramide inversée, un entonnoir, et on arrive à la fin des informations que nous considérons comme les moins importantes ou les plus répétitives. Voilà. Alors, par exemple, nous, en Martinique, beaucoup d'entre nous, je crois, pensent à, par exemple, Thierry Dolle, qui est otage au Niger. Personne n'en parle, plus personne n'en parle. Quand on regarde les journaux, enfin bon, nous, sur Télémartinique, on termine le journal, les journalistes terminent le journal en disant ça fait tant de jours qu'il est, bon, voilà, et puis c'est tout. Mais sa famille, et puis bon, personnellement, je ne connais absolument pas la famille de Thierry Dolle, mais j'aimerais bien de temps en temps qu'on me dise ce qui se fait pour essayer de le retrouver, qu'on aille interviewer à Paris quelqu'un qui est responsable de ça. Alors, et ça fait partie aussi de nos préoccupations, et pourtant, ça ne se fait pas. Alors, vous avez raison, mais ça, c'est fait. Nous avons essayé, les médias, plusieurs médias de Martinique ont essayé d'avoir des informations auprès de qui de droit? Le ministère de la Défense, la présidence de la République, le Premier ministre. Chaque fois, c'est la même réponse, confidentielle défense secret. On ne peut pas vous en dire plus.
Alors, soit parce qu'ils ne veulent pas, soit parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'il n'y a pas ou très peu d'informations. Donc, quand on ne sait pas ce qui se passe, on a du mal à dire, voilà, je ne sais rien, mais je vous le dis quand même. Alors, allez dire à la télévision, à la radio, écrire dans le journal, je ne vous donne pas d'informations parce que je sais que je ne sais rien. Et pourquoi pas? Non. En revanche, oui, mais pourquoi pas dire, nous cherchons quand même à savoir. Non, mais on nous l'a sommes fait. au combat. Il me semble, moi qui suis à l'extérieur, j'écoute, je lis régulièrement la presse de Martinique et il me semble qu'il y a le feu qui est allumé en permanence, même à petit feu, mais avec la difficulté, c'est que l'événement ne se passe pas ici chez nous. Donc nous avons du mal à nous transporter au Niger ou au Mali. D'ailleurs, on est à peu près sûr aujourd'hui qu'il ne soit ni au Niger, ni au Mali. Ni au Niger, ni au Mali, je pense. Mais ça, c'est des renseignements, c'est l'espionnage français qui peut nous le dire. Ce n'est pas vérifié. Envoyer un journaliste où? Au Sahara, sur la trace de Thierry Doll. Vous voyez, c'est impossible. Donc on est obligé de se référer aux informations officielles. On va essayer de recouper, on va essayer de les mettre en contradiction. Mais c'est vrai que voilà un exemple d'information qu'il est difficile de faire paraître. On en a parlé beaucoup au moment où l'événement est arrivé, l'enlèvement, le kidnapping de ce jeune homme. On en a parlé régulièrement quand il y a eu quelque chose qui s'y rapprochait. Le président de la République qui est venu en visite saluer la famille, le maire du François qui a pris avec son conseil municipal des initiatives, etc. On en parle régulièrement, mais à condition d'en savoir. On a été interrogé la famille à plusieurs reprises. J'ai entendu, j'ai vu des interviews de ses parents. Donc on en parle régulièrement. Mais voilà, c'est une information, ça fait plus de 130 jours quasiment qu'il est enlevé, mais on n'a pas d'informations nouvelles et intéressantes tous les jours. Et ça, c'est le deuxième critère de notre profession. À part la loi de la proximité, on a... Est-ce que c'est nouveau et intéressant pour que j'en parle? Et si oui, comment je vais en parler? Voilà, donc finalement, c'est très arbitraire tout ça. Alors, il y a une part d'arbitraire, mais en même temps, il y a une part de bon sens, il y a une part de logique. Je ne le vois pas, en tant que journaliste, quel que soit le média dans lequel je travaille, parler de choses dont je sais au départ que ça ne va pas intéresser un grand nombre de gens, ou pas du tout, ou que ça va intéresser personne. Oui, enfin bon, moi, donc, ce que je constate... On est obligé de parler de beaucoup de choses, mais à un moment donné, tout le monde ne peut pas capter en même temps toutes les informations. Tout ne se vaut pas, toutes les informations ne sont pas égales. Une autre question, Jean-Marc Parti. C'est pas vrai. Nous avons tous conscience du fait qu'il y a des médicaments aujourd'hui sur le marché qui sont des médicaments dangereux. Oui, nocifs, oui. Je n'ai vu aucun sujet de fond, aucune investigation, je dirais en Martinique, sur le sujet. Je n'ai pas vu de plateau télévision sur lesquels on aurait invité des médecins, des pharmaciens, etc. Je pense que ça viendra dans la mesure où les informations que l'on a sont parcellaires. Et j'ai entendu hier sur 2 radios des médecins s'exprimer pour dire, par exemple, il paraît qu'il y a une liste de médicaments dangereux ou nocifs et que les médecins officiellement n'ont pas cette liste, donc on a fait réagir des médecins sur ça. Mais comme l'information est relativement récente et préoccupante, justement, la loi de la proximité, c'est nouveau, c'est intéressant, ça intéresse un grand nombre de gens, voire même tout le monde, parce que tout le monde est susceptible de se soigner. Eh bien, je pense que dans les jours qui viennent, la presse en Martinique et ailleurs va s'emparer du dossier, en faisant des investigations, en allant à la sécurité sociale, en allant voir des pharmaciens, des médecins. Non, mais ça me paraît logique, ça me paraît évident. Et comment expliquez-vous que le week-end, par exemple, les médias, tous médias quasiment confondus, considèrent que c'est le sport qui est prioritaire et surtout le football? Alors c'est dû à deux phénomènes. Tous les médias, je ne dirais pas ça, parce que j'écoute toutes les radios et je regarde toutes les télévisions le plus possible. Je dis presque. Il ne faut jamais généraliser. Passer par le cas de KMT, par exemple. Par exemple. Voilà. Ce que je veux dire par là, non. Alors, nous reflétons, nous relatons, nous racontons, nous montrons, nous expliquons la vie du pays. Qu'est-ce qui se passe le week-end à Martinique? Voilà. Donc, il y a déjà... Ce qui se passe, c'est le sport. Non, il y a déjà cette question. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a un événement culturel, il y a des événements sportifs, qu'est-ce qu'il y a déjà? Donc, pour rendre compte de ce qui se fait le samedi et le dimanche, on est obligé de se tenir à ces événements eux-mêmes. Et de deux, nous avons un système de fonctionnement dans les médias en général qui est un peu calqué sur celui de toutes les entreprises. Et comme dans la majeure partie des entreprises de Martinique, le samedi et le dimanche, il y a beaucoup de gens qui sont en week-end. Et même s'il y en a qui travaillent, surtout dans les médias, nous sommes payés pour, nous savons de quoi il s'agit. Donc, nous avons des contraintes, des astreintes que n'ont pas les entreprises. La plupart des entreprises sont fermées samedi et dimanche. Et les médias sont là. Donc, c'est vrai qu'on est un peu calqué sur la vie des entreprises, sur la vie économique, où on a moins de journalistes, moins de techniciens, moins de personnel administratif présent le samedi et le dimanche. Voilà. Et ça, c'est un blocage. Mais on a le Code du travail français qui nous régit.
Donc il y a des limites à ne pas dépasser. Ensuite, on a les effectifs, qu'on ne peut pas faire tout le monde travailler 5 ou 6 jours ou 7 jours par semaine tout le temps, parce qu'après il y a des problèmes de repos compensateurs, d'heures supplémentaires parfois à payer. C'est extrêmement compliqué de travailler 7 jours sur 7 dans ce cadre-là. On n'est pas très nombreux dans la presse. Il n'y a pas beaucoup de journalistes. Il y a à peine 150 journalistes en Martinique, quand il en faudrait peut-être 180 à 200. Il n'y a pas beaucoup de techniciens non plus. Il n'y en a pas assez, en tout cas, il n'y en a pas suffisamment. Parce que nos médias sont souvent pauvres en ressources pour créer des emplois. Voilà, c'est ça, ils ne sont pas embauchés. Il faut payer les techniciens, il faut payer les personnels administratifs, il faut payer tous ceux qui participent à la vie d'un média qu'on ne voit pas forcément. Et donc, il faut avoir les ressources pour ça. À part le service public, Outre-mer Première, Martinique Première, qui bénéficie de la redevance, c'est-à-dire des impôts de chacun. Les autres vivent de la publicité ou des ressources commerciales ou des accords de partenariat avec telle ou telle institution, qui souvent, ces ressources sont insuffisantes pour avoir plus de facilité. Donc là, comme beaucoup d'entreprises à Martinique, les entreprises du monde des médias sont parfois trop pauvres par rapport à ce qu'elles voudraient faire, c'est vrai. Voilà, donc on considère que le samedi et le dimanche, c'est football. Non, c'est pas football, c'est-à-dire que, écoutez, le week-end dernier, il y avait du carnaval sur toutes les radios et la télévision. Bon, football et carnaval. Et pourquoi il y a du carnaval? Oui, mais dans 3 mois, il n'y aura pas de carnaval, on ne va pas parler de carnaval. Si on avait un autre événement dramatique. C'est une remarque que je pertinente. C'est une remarque que je vous fais. Oui, mais on est obligé de... Parce que ça m'agace de regarder, parce que je regarde les infos, j'écoute les infos, je lis les infos, le samedi, le dimanche, je suis submergée de sport, j'aime bien le sport, mais je trouve ça abusif. Alors, mais c'est une autre histoire. Donc il faut demander aux Martiniquais de faire un peu moins de football le samedi et puis d'autres activités, par exemple. Pas du tout. Il se passe des choses et mais enfin, alors, vous nous dire. Maintenant, oui, il se passe des choses. Moyens. Oui, mais je sais de quoi il s'agit. Il se passe des choses samedi ou dimanche, autre que le football ou autre que le carnaval ces jours-ci, ou autre que les événements sportifs. Encore faut-il avoir les moyens de pouvoir, comme on dit dans notre jargon, couvrir toute l'actualité, d'être partout présent, d'être informé suffisamment tôt à l'avance, de préparer des rendez-vous avec nos différents interlocuteurs, d'avoir le temps de monter, d'organiser toutes ces informations pour les diffuser, c'est vrai. Je ne peux m'empêcher de constater que dans quasiment tous les domaines, s'il y avait plus de moyens humains, il y aurait les choses seraient bien, et financiers évidemment, ce serait beaucoup plus performant. Et on constate ces temps-ci, depuis quelque temps déjà, qu'on réduit les moyens, non seulement humains, mais financiers. C'est réduit partout, quel que soit le domaine, la santé, l'éducation. Ça reviendra. Ça reviendra. Oui, évidemment. Oui, on aura c'est bien cet optimisme. Ça me fait plaisir. C'est l'une des qualités de journaliste que d'être optimiste. Il faut être optimiste quand on est journaliste. La première qualité, c'est la santé. Bah oui, il vaut mieux. La deuxième qualité, pardon, je dirais que c'est la curiosité, de tout le temps en éveil. Bon, l'optimisme, ça va de soi parce que si on n'est pas optimiste, si on prend trop à cœur ce qu'on voit, parce qu'il y a beaucoup de drames auxquels on assiste, impuissants, mais on fait un plus métier, c'est vrai. Parce que tout n'est pas rose tous les jours. J'ai eu l'occasion, Jean-Marc Parti, lorsque j'étais moi aussi sur la même antenne que vous, d'inviter plusieurs journalistes et leur demander de parler de leur métier comme je le fais là maintenant avec vous. Et l'un d'entre eux m'a dit, nous nous auto-censurons. C'est-à-dire que sans qu'aucun chef, sans que personne ne vienne lui dire, c'était celui-là qui disait ça, sans que personne ne vienne lui dire ça il ne faut pas le dire, ça c'est délicat, etc. Le travail il le faisait lui-même sur lui-même. Il s'empêchait de dire certaines choses. Est-ce que c'est le cas pour tous les journalistes? Non, moi je ne m'interdis rien. À partir du moment où je donne une information exacte, précise, complète, intéressante, nouvelle la plupart pour l'essentiel, à partir du moment où je peux donner des éléments d'analyse, de compréhension, de repères dans le temps, dans l'espace, etc., je ne m'interdis rien. Même si c'est à partir du moment où je ne suis ni injurieux, ni menteur, ni diffamatoire. Oui. Même si c'est quelque chose qui peut déranger. Disons que je suis un peu spécialisé des informations qui ont dérangé certaines personnes à certains moments, mais on est payé pour ça. C'est pas ça le problème. On va pas faire ou ne pas faire parce qu'on aura peur de déranger Monsieur X, Madame Y ou telle institution. Mais non, c'est pas possible. Et puis nous sommes protégés quand même par notre statut qui fait que nous avons le droit de dire un certain nombre de choses. Nous avons la possibilité, parce que nous avons accès
à la radio, à la télévision, à la presse, sur notre nom, de dire des choses que le citoyen ne peut pas forcément dire parce qu'il peut subir des représailles. Le journaliste ne subit pas de représailles, sauf de temps en temps un procès par-ci, une menace par-là. Bon, oui, mais ça fait, c'est dans le job. Oui. Je ne sais pas combien de procès ou de menaces de procès auxquels j'ai eu, bon, et puis je ne suis pas le seul, non, mais oui. Et les pressions, les politiques, tout le temps. C'est permanent. Les pressions des politiques, ce ne sont pas les pires. Ce n'est pas les politiques qui font le plus de pression. Ah bon? Non, pas du tout. C'est le milieu économique et parfois même le milieu sportif, ici ou ailleurs. C'est une remarque que j'ai très souvent vue, parce que les politiques, ils sont élus pour 6 ans, pour 5 ans. Et ils savent, en tout cas les plus intelligents, les plus expérimentés d'entre eux, qu'il faut faire avec les médias. Même si on ne s'entend pas tout le temps, non, moi ça ne m'intéresse pas d'avoir d'excellentes relations avec M. X, Mme Y. Moi j'avais des relations professionnelles, point. Maintenant, s'il y a une sympathie pour celui-ci ou pour cela, pourquoi pas? S'il y a de l'antipathie pour celui-ci ou pour cela, ça arrive, ça m'est arrivé. Et alors, mes sentiments personnels, je les mets dans ma poche et puis je les reprends le soir quand je rentre chez moi. Les politiques sont élus. Ici ou ailleurs. Donc, ils font attention au comportement qu'ils ont vis-à-vis des médias. Et ils savent qu'ils doivent aux médias en partie seulement, leur survie politique. Ouais, puisque eux, le mérite des élus, il faut les respecter pour ça, même si on n'est pas d'accord avec eux, puisqu'on est citoyen aussi, mais c'est un autre débat, c'est qu'ils sont choisis. Les gens se décarcassent, ils mettent en péril leur vie personnelle, leur vie professionnelle, leur vie privée, leur santé, pour servir l'intérêt commun. Alors après, on peut dire que celui-ci exagère, l'autre c'est un magouilleur, l'autre n'a pas compris. D'accord, mais il faut déjà apprécier ce premier geste. Et les élus savent qu'avec les médias, il y a des relations particulières à avoir. Donc on a des périodes de tension politique fortes, des périodes électorales, des campagnes électorales. On est engueulé, on est soumis à pression, etc. Et ça fait partie du jeu. Maintenant que les politiques... Oui, mais vous réagissez comment ? Bon, comme d'habitude, on fait comprendre que non, nous on est là pour l'intérêt général. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui a été dit, ce qui a été écrit, vous avez le droit de riposte, droit de réponse, procès, lettre au directeur, etc. Il n'y a pas de problème sur ça. Ça arrive une quantité de fois depuis le temps puisque je suis journaliste politique au départ, je ne sais pas combien de fois c'est arrivé, qu'on s'engueule parfois, c'est vrai, mais ça ne va pas plus loin que là. Ça ne va pas plus loin que ça. Vous verrez rarement des élus intenter un procès à un média. En revanche, des pressions pour des menaces ou alors, comment dirais-je, ce qu'on appelle les pressions, des conseils plus ou moins amicaux ou des reproches qui sont faits, on va trouver ça dans des milieux plus fermés, qui ont intérêt à ce qu'on dise toujours « tout va bien, Madame la Marquise ». Voyez ? Lesquels, par exemple ? Et bien, dans ma petite vie professionnelle de 25 ans, je crois, je ne sais plus exactement, 1986, je ne sais plus compter. Vous n'allez pas me faire du calcul. Les pressions les plus fortes, les menaces les plus fortes que j'ai subies ne venaient sûrement pas des milieux politiques. Oui, mais dites-nous d'où elles venaient. Milieu économique, dirigeants sportifs, pas tous, hein. Mais dirigeants sportifs, là, anciens, ils ne sont plus en fonction. Non, mais je veux dire, dans quel but ? Un conflit dans une ligue, il ne faut pas trop en parler. Ouais. Par exemple, oui, parce que ça va donner une mauvaise image de ma discipline, ou de mon équipe, ou de moi-même. Ça, c'est arrivé. Des menaces de procès dans les faits divers ou dans les affaires Et comment ça se passe ? Judiciaires. Il passe un coup de fil c'est divers. Hein. Ça peut être un coup de fil personnel chez vous, anonyme ou pas. Ça peut être des messages envoyés par quelqu'un. Ça peut être des engueulades à votre rédacteur en chef ou au directeur qui vous demande de faire attention ou bien qui vous informe de faire attention. Non. Et vous, à ce moment-là, votre travail n'est-il pas de dénoncer ça ? Pourquoi faire ? Quel intérêt ? Pour informer, savoir qu'il y a des malversations. Notre travail, c'est d'informer. Ah oui, non, mais quand il y a des malversations, comme je vous dis, moi, ça m'est arrivé de faire des enquêtes quand j'étais à France Santé, essentiellement, je me souviens de cet épisode-là, où j'ai eu affaire à des affaires judiciaires plutôt troubles dans le milieu économique, dont j'ai fait état, puisque mon rédacteur en chef, mon directeur de l'époque, Feu Henri Mangatal, et mon rédacteur en chef, Édouard Jacques Gustave, qui est parti à la retraite, m'avait chargé. Nous avons fait état d'un certain nombre de malversations. Oui, on a subi des pressions, effectivement. Des menaces et tout ça, oui, même. direct, évidemment. Mais ça n'est jamais allé plus loin que la menace. Donc on peut avoir ce genre de comportement, mais ça arrive, je pense, à tous les journalistes partout. Mais ce n'est pas fait pour vous empêcher de travailler, puisque ce que vous devez faire, c'est rendre compte de ce qui se passe. Point. Maintenant, comme je vous dis, notre statut nous protège. On ne peut pas s'attaquer à un journaliste impunément. Ça arrive. Ici, pas souvent, pas beaucoup. On a eu Aliker, mais depuis Aliker en 1934, on n'a jamais trouvé de journaliste assassiné pour ses activités de journaliste.
Donc, un journaliste qui s'auto-censure, ça arrive, oui. Il ne fait pas. Oui, parce que alors je pense qu'il s'agit plus d'un manque de formation ou un manque de confiance en soi. Moi, je vous dis, je ne dis quand je suis dans mes fonctions, je ne donne pas mon opinion personnelle. Mon opinion personnelle, ça intéresse mes proches, ça intéresse mes parents, ça intéresse mes enfants, ça intéresse mes amis, mais ça n'intéresse pas celui qui m'écoute, celui qui me regarde, celui qui me lit. Les opinions religieuses, philosophiques, spirituelles, que vous voulez, mes goûts et couleurs, ça ne regarde personne. Vous croyez à l'objectivité? Absolument. Oui. Plus exactement, à l'honnêteté. Ah bon? Parce que l'objectivité, nous on n'emploie pas ce terme-là chez les journalistes. Ouais. On n'est pas objectif, on est honnête. On essaie d'être honnête. Ouais. C'est-à-dire que sans parti pris, on essaie de donner le point de vue de tout le monde. Quand il y a une polémique, quand il y a une controverse, quand il y a un débat, on essaie d'être plus complet possible dans l'information, de mettre sur la table tout ce que l'on sait, tout ce que l'on a trouvé, tout ce que l'on a cherché, et chacun ensuite fait son jugement. Oui, c'est vrai, c'est comme ça que nous travaillons. Je regrette que vous ne soyez pas rédacteur en chef ici en Martinique, mais j'espère que ça viendra. Je vous le souhaite en tout cas. Qui sait? C'est quand même. Vamos a ver, comme on dit au Brésil. Comment on dit au Brésil? Vamos a ver. Ah bon? Vamos ver. Comme en espagnol, vamos a ver. Nous verrons bien. C'est depuis que vous êtes en Guyane que vous parlez brésilien? Non, je l'ai appris ici, vous voyez, on parlait de formation. Au lycée Chelcher, j'ai appris le portugais parce que j'arrivais quand j'étais lycéen d'aller au Brésil. Oui. Pardon, et il est vrai que j'étais très fortement influencé par ma maman, dont le père est portugais. Ah, voilà. Et qui nous parlait du Portugal, du pays de son papa. C'est une très belle langue, surtout quand elle est chantée. Et qui m'a influencé sûrement quand j'étais petit, puisqu'elle a son père qui est portugais, sa mère qui est centrafricaine, et donc elle a baigné dans un milieu multiculturel. Et donc, ça a bercé notre enfance. Et j'ai toujours intéressé. Et puis, quand j'ai eu l'occasion d'apprendre la langue portugaise, je l'ai fait. Et puis, j'ai eu la chance d'être invité en Guyane. Et j'ai eu la chance d'aller au Brésil. C'est vrai que vous avez une tête un peu sud-américaine. Disons que j'ai un sacré problème, c'est que dans tous les pays de la Caraïbe où je suis passé, on m'a souvent pris pour quelqu'un du pays. Saint-Domingue, République dominicaine, Haïti, Cuba. C'est merveilleux ça. Jamaïque, non pas Jamaïque, je n'ai pas encore été en Jamaïque. Porto Rico, Barbade. Oui, voilà. Bon, alors évidemment, après quelques secondes, quelques minutes, que c'est pas exactement vrai, mais c'est vrai que je suis un peu passe-partout dans la Caraïbe. Et au Brésil ou en Guyane, on m'a pris. Et vous le vivez à plusieurs reprises pour un Brésilien. Ça? Disons que c'est amusant. Oh bah oui. Bon, après, alors quand vous parlez la langue du pays, d'accord, mais enfin, vous avez l'accent, on voit bien que vous n'êtes pas du pays, il y a des gestes que l'on fait, que l'on a, que l'on n'a pas. Mais ça m'est arrivé, mais ça vous fait tout drôle, ça peut vous faire tout drôle parfois. Revenons à ce métier de journalisme, Jean-Marc Party. Il y a eu un sondage récemment en France, et je ne sais pas fait par quel organisme, je n'ai pas noté cela, mais et qui classait les professions selon la préférence des Français. Oui. Et parmi les toutes dernières, il y a banquier, il y a je ne sais plus quoi encore, et puis il y a journaliste. Oui. Vous avez vu ce sondage? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Les gens n'aiment pas les journalistes. Non, c'est ce qu'on dit. Et puis on est tout le temps devant la télé, la radio. Et puis on lit les journaux et on regarde Internet. On a besoin de s'informer aussi. Oui, parce qu'il y a une crise de confiance dans les institutions, dans tout, dans le milieu politique, le milieu économique. On nous raconte n'importe quoi, on nous cache la vérité, c'est pas vrai, c'est des magouilleurs, ils disent n'importe quoi, ils mentent, machin. Donc on entend ça de plus en plus souvent. Alors il y a des périodes comme ça, ça peut durer 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 mois selon les pays. Surtout que les politiques aussi s'y mettent beaucoup, très fort, à mettre en cause. Donc il y a une crise de confiance dans les institutions, et parmi les institutions, il y a le monde des médias, le monde des journalistes, enfin pas des personnes, mais les médias, ils nous mentent, ils nous cachent des trucs, etc. Or, il se trouve que, comme il y a de plus en plus de médias, avec le développement d'Internet, des télévisions sur le câble ou le satellite, donc le citoyen, écoutez, il y a un panel en gros, du temps de la génération de nos grands-parents, je me reporte en 1930, en Martinique, il y avait 5 ou 6 journaux. Il n'y avait même pas de quotidien. 5 ou 6, c'est déjà pas mal. 5 ou 6 journaux, donc il y avait l'Appel, le journal de l'Église catholique, la Tribune, le Courrier des Antilles, le Populaire, Justice. Il y avait très peu de journaux. Du temps de nos grands-parents. Du temps de nos parents, les choses ont déjà changé. Il y avait un peu plus de journaux. Ensuite, on a eu le France Antilles quotidien qui est arrivé après avoir était tri-hebdomadaire. Avant lui, il y avait Inter-Antilles, tri-hebdomadaire, qui paraissait donc 3 fois par semaine. La radio était là, la télévision était balbutiante. Et puis aujourd'hui, on regardait nos enfants. Comment ils font pour s'informer? C'est vrai.
ils passeraient 24 heures à écouter la radio, à regarder la télé, à être sur Internet en même temps, à lire les journaux. Voilà. Donc, plus on a d'informations, plus on a tendance à se méfier de ce que l'on entend, parce qu'on est de mieux en mieux informé, on est de mieux en mieux formé, on est de mieux en mieux instruit que du temps de nos parents, de nos grands-parents ou de nos aïeux. Et donc, on a parfois plus de mal à se forger son opinion, et on a le sentiment aussi que c'est un peu assez compliqué de comprendre le monde dans lequel on vit. J'entends les commentaires ces jours-ci, un exemple sur l'augmentation du prix de l'essence, du carburant. Oui. Ah, c'est pas normal, il va faire des bordels, nous fait la grève en 2009, c'est pour mettre l'essence là, qui votait ça, etc. Machin. C'est normal que les gens rouspètent, puisque ça devient de plus en plus cher, ça attaque le pouvoir d'achat, surtout depuis les favorisés, des gens qui sont obligés de compter chaque jour pour savoir comment ils vont manger, payer leur loyer, envoyer leurs enfants à l'école, etc. Mais ça veut dire aussi qu'on est de plus en plus informé sur la manière dont est constitué le prix du carburant. Oui. Et j'entends aussi des commentaires, oui, mais ils nous mentent, c'est pas vrai. Et donc, il y a en même temps une très grande naïveté et en même temps une abondance d'informations. Et les gens ont du mal à se repérer, à se rappeler que la Martinique n'est pas un pays producteur de pétrole, que la France n'est pas un pays producteur de pétrole. Or, dans les pays producteurs de pétrole, qui font partie tous de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, eh bien le carburant est très bas, est vendu très 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 bas, parce que ça fait partie des ressources du pays. Oui. Comme, je dirais n'importe quoi, un exemple comme ça, comme la banane ici est vendue très bon marché par rapport à l'extérieur. Ce qui est faux. Parce qu'on produit la banane ici. C'est totalement faux. Oui, la banane est plus chère ici qu'à Paris. Bon, voilà, mauvais exemple. Mauvais exemple. Donc, il y a, premièrement, et deuxièmement, l'extraction du pétrole qu'il faut aller chercher. C'est de plus en plus difficile parce que le pétrole est de plus en plus rare. Il faut aller de plus en plus loin dans l'océan et de plus en plus profondément dans les mers. Donc ça met en œuvre des techniques qui coûtent de plus en plus cher. Et donc finalement, le produit fini a tendance à augmenter. Le pétrole brut est passé il y a quelques jours à $100 le baril. Il était à $50 il y a 3 ans. Et ça va augmenter. Et ça va nécessairement augmenter. Il faut que ça augmente. Enfin, il faut. Si on est dans une logique économique, étant donné que la ressource devient de plus en plus rare et que la demande se fait de plus en plus forte à l'échelle de la planète entière et non pas de la grande Martinique seulement, n'est-ce pas? La Chine demande de plus en plus de pétrole, l'Inde, 1 milliard d'habitants, demande de plus en plus de pétrole. Donc, il y a une tendance à l'augmentation du pétrole parce que l'on sait que dans 40 à 50 ans, il n'y en aura plus, ou plus suffisamment pour satisfaire tous nos besoins. Donc, il y a cette volatilité qui amène une spéculation. Donc les gens qui financent les recherches pétrolières ont tendance à le payer de plus en plus cher. Donc je vous rassure ou je vous déçois, le pétrole sera plus cher dans 5 ans qu'aujourd'hui. On le sait déjà. Mais est-ce qu'il ne serait pas aussi de votre rôle que de faire en sorte que l'on s'intéresse un peu plus aux énergies renouvelables? Nous avons soleil, vent, etc. Tout ça. Ça, il faudrait en parler aussi. Qu'on ne se contente pas de nous dire, bon, ça a augmenté, voilà, on nous annonce, et puis tout le monde fonce à la pompe pour faire le plein avant que il me semble que depuis quelques semaines, disons depuis quelques mois, enfin depuis quelques semaines, disons, j'ai vu et entendu et lu plusieurs reportages en Martinique réalisés sur les fermes photovoltaïques, panneaux photovoltaïques. Est-ce qu'il faut les mettre sur les champs agricoles, sur les toits des supermarchés ou des établissements scolaires? Est-ce qu'il ne faut pas refaire démarrer l'énergie éolienne? Donc on a des reportages sur ça. Mais attention, la presse ne peut pas devancer. Pourquoi forcément tout le temps ceux qui sont susceptibles de faire quelque chose. Pour qu'on parle de quelque chose à la radio, à la télévision, il faut que cette chose existe. Oui, mais ça existe. Ça existe, mais c'est embryonnaire. Et ça comment dire, il y a des Moi, je dis qu'une belle émission, une belle investigation pour nous dire ce dont nous pouvons disposer, ce qui existe, ce serait bien d'informer le peuple comme ça. Je ne vais pas citer de journaux, mais je peux citer Antilla, je peux citer Radio Apal. Oui, certes. Ces dernières semaines, j'ai entendu des débats, j'ai vu des reportages, des analyses, donc ça existe, c'est là, mais seulement pour en parler, pour que nous, la presse, pour que nous, les journalistes, parlions de quelque chose, il faut que cette chose existe, qu'on ait accès à l'information, qu'on sache que ça existe. Et qu'est-ce qui existe en matière d'énergie renouvelable en Martinique? C'est encore embryonnaire, que ce soit les panneaux solaires, les panneaux photovoltaïques, l'énergie éolienne tirée du vent, l'énergie marémotrice tirée de la mer, c'est embryonnaire, c'est balbutiant. Oui.
Donc, ça ne devrait pas être embryonnaire et balbutiant. Pourquoi ceux qui ont le pouvoir... On ne va pas discuter de ça. Ne le font pas. Ce désamour du peuple pour les journalistes, des peuples pour les journalistes, c'est pas général, hein. C'est pas permanent, c'est pas général. C'est vrai qu'en France, mais je ne suis pas sûr qu'en Martinique, on ait le même sondage. Moi, j'ai l'impression plutôt que le public martiniquais fait plutôt confiance aux médias de Martinique, même s'il n'est pas forcément satisfait. Oui. Même s'il a des motifs légitimes, ce que je comprends, d'être mécontent de la manière dont on traite l'information, dont on tronque ceci, ah ouais, c'est pas comme ça, on nous dit partout, etc. Je comprends les motifs d'insatisfaction, mais j'ai l'impression plutôt que les journalistes sont respectés et que les médias sont appréciés, même s'ils sont critiqués. Jean-Marc Parti, nous sommes un petit pays, évidemment, tout petit, grand dans notre cœur et dans notre tête, mais tout petit quand même. Ça n'aurait pas apprécié. Petit pays, il n'y a que des pays. Et une chose est sûre, c'est que quasiment tout le monde se connaît. Non. Peut-on... D'accord, je vois, allez-y. Vous me voyez venir. Oui. Comment peut-on faire correctement son travail de journaliste quand on connaît le cousin du frère de celui qui a commis une malversation, de celui qu'il faut dénoncer, voilà. C'est très facile et c'est très compliqué. En même temps, parce qu'effectivement, on a un métier qui, de toute façon, l'essentiel de notre métier, de notre job, c'est pas de dénoncer les malversations du neveu, du frère, du cousin, de la nièce. Nous sommes d'accord, ok, ça existe. Quand ça arrive, écoutez, quand on est engagé dans ce métier, je parle bien d'engagement, parce que nous avons un pays à construire, il y a un certain nombre de comportements à avoir dans sa vie personnelle, c'est vrai. Exemple, moi quand j'étais au lycée ou quand j'étais étudiant, avant que je travaille, j'avais des copains qui sont devenus, ou des copines qui sont devenues plus tard chefs d'entreprise, élus politiques. Mais j'ai dû me résoudre à m'éloigner d'eux. Ah bon? Non pas parce que j'étais fâché, mais parce qu'à un moment donné, je sais que j'aurais pu rendre compte de leur action, voire même être critique à leur égard, et donc je ne peux pas choisir mes copains contre mon métier. Mais alors vous perdez tous vos amis. Non, je n'ai pas perdu tous mes amis, mais ils le savent. Ce qui fait qu'on a de bons rapports avec certains d'entre eux. Ils ne sont pas 50, hein. Il y a, je pense, une dizaine de personnes dans ce cas. Ils le savent que je vais faire mon job de journaliste, même si j'ai de bons rapports avec eux. Et puis, je ne suis pas le seul journaliste de Martinique, il y en a 150. S'il y a une information que moi je ne peux pas traiter, c'est pas moi qui concerne quelqu'un de proche que je connais et qui est difficile de prendre de la distance, du recul, j'ai des confrères, j'ai des consoeurs, il y a d'autres médias. Oui. Donc c'est pourquoi je vous dis c'est plus simple qu'on le croit. Vous pensez que tous les journalistes martiniquais ont le même état d'esprit que vous? Oui, a priori oui. Vous êtes gentil avec vos collègues. Vos confrères, pardon. Disons étant optimiste, oui. La plupart, nous sommes de bonnes personnes, comme la plupart des infirmiers, des ouvriers agricoles, de tous les métiers, il y a toujours... les brebis galeuses sont toujours moins nombreuses que les... Oui, qu'on le croit, voilà. Oui. Mais quand même, en ce qui concerne la politique, c'est pas facile de laisser de côté ses propres opinions pour traiter un sujet. Oui. Ah oui, absolument. Si? Oui, parce que moi, je me suis intéressé à l'information politique parce que j'aime la politique. J'aime tout ce qui concerne la politique. Qu'est-ce que vous aimez dans les idées, les doctrines, les courants d'idées politiques, les personnes qui font de la politique. Enfin, j'ai pas un amour personnel, mais j'aime cet engagement, cette idée de se servir, de se mettre... Le lapsus est intéressant. Non, de se servir de ses capacités. Oui, mais ici ou ailleurs, et alors? Parce que c'est dans la politique seulement qu'on se sert. Soyons sérieux. De se servir